Je m'appelle Anne Cala, je suis qualitativiste, donc voilà, c'est mon métier de parler aux consommateurs et de rencontrer les consommateurs. J'ai l'impression que vous y connaissez un petit peu en études qualitatives. Je vais peut-être juste faire un mini rappel de ce que c'est, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc une étude qualitative, c'est la rencontre des gens en direct. L'objectif d'une étude qualitative, c'est de comprendre la personne et l'individu en fait, qui s'oppose au sondage qu'on peut voir dans la rue, qui sont des données chiffrées. Avec les études qualitatives, on entre en fait dans l'intimité des gens et on essaye de mieux les comprendre et de mieux comprendre ce qu'ils pensent, pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Donc voilà, on essaye d'entrer dans cette espèce de bulle de complexité et on s'en sert pour le business en fait. C'est-à-dire que les études qualitatives sont un outil que les groupes utilisent pour tester leurs innovations, pour les aider à innover. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un groupe, qu'une marque ait une idée et un concept en fait en tête qu'elle voudrait tester. Elle voudrait tester la validité ou la légitimité d'une idée sur un certain marché. Donc du coup, l'innovation qui viendrait de l'entreprise. À partir de ça, on prend cette idée-là, on la reformule et on la teste auprès des consommateurs. À partir de ces retours qu'on aura là, on va essayer de les améliorer et de faire en sorte d'arriver avec, par exemple, un concept gagnant, un pack gagnant, une pub gagnante. Voilà, on va essayer de travailler sur tous les aspects du mix marketing. En tout cas, moi, dans mon quotidien, c'est vrai qu'il y a d'autres manières de faire du quali, mais moi, ce que je connais, c'est ça. Donc voilà, ça peut partir de là. On peut aussi partir de l'autre côté, c'est-à-dire que une marque peut se dire moi je sais qui je suis, je connais ma marque, je connais mon marché, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité de marché sur ce segment-là, j'aimerais l'investir mais je ne sais pas comment. Donc du coup je vais aller rencontrer cette population cible que j'ai identifiée, par exemple on sait qu'aujourd'hui le sans gluten c'est un truc qui prend de l'ampleur. Une marque peut très bien s'intéresser à ça, se dire je sais pas très bien ce que je vais proposer, mais je sens qu'il y a un truc derrière. Je vois les chiffres du marché, justement avec des données chiffrées, et je sens qu'il y a une opportunité. Donc du coup, je sais pas vraiment ce que je vais faire, mais je vais parler aux consommateurs et ensemble, on va essayer de créer un mix marketing gagnant avec un concept, avec un pack, avec un produit, avec une pub. Enfin, voilà, essayer de donner vie à ça par le bas, par les consommateurs. Au-delà de ça, on a aussi la dimension internationale, c'est-à-dire que notre marché n'est pas forcément français, donc du coup, on a envie d'essayer de comprendre les consommateurs des autres pays, ce qui ne change pas forcément la donne nécessairement, c'est juste que ça rend les études plus complexes en fait. Il y a plus de pays, donc du coup, il y a plus de partenaires, il y a plus de prestataires, il y a plus de questions à poser, il y a plus de choses qu'on ne connaît pas. On gagne en complexité, ça peut virer parfois au cauchemar, donc c'est pour ça qu'une étude internationale doit être cadrée plus précisément et avoir une organisation un peu plus rigoureuse en fait. Mais fondamentalement, c'est pas différent qu'une étude qu'on ferait dans une réunion, une salle de réunion ici à Opéra en fait. Par rapport à la thématique du online, on sait aujourd'hui que les gens évidemment utilisent le online, enfin, voilà, ça fait partie des clichés à dire, et en tant que qualitativiste, on a envie de s'emparer en fait de ce terrain-là et d'essayer de parler les gens autrement pour compléter avec une autre méthodologie et obtenir des résultats différents en fait. Pour vous donner un exemple, il y a peut-être 2 ans, je crois, j'avais travaillé avec une marque spécialiste dans l'hygiène beauté, notamment dans l'hygiène corporelle, qui s'était dit qu'elle voulait lancer un nouveau produit de lingette pour bébé. Elle voulait le lancer internationalement en fait, donc c'était pas une entreprise en fait qui adaptait ses produits localement, c'était une production globale en fait. Donc du coup, c'était un vrai casse-tête en fait, parce que du coup, il fallait trouver une vérité consommateur qui puisse se matérialiser dans le produit, dans le design du pack, dans la communication autour du produit, et qui soit pertinent sur l'ensemble des marchés en fait. Donc c'était un niveau de difficulté assez important. Cette étude-là, on l'a réalisée au UK et on l'a réalisée aux Émirats Arabes Unis, deux pays qui représentaient assez bien les cibles qu'on voulait toucher, mais qui ne représentaient pas l'intégralité du marché. On y est allé.
On a décidé de faire du online en fait, donc on a décidé de faire une communauté sur un forum avec des mamans, des jeunes mamans, avec 1 ou 2 ou 3 enfants en bas âge et qui nous ont parlé online pendant une semaine. Donc il y avait des moments où elles nous parlaient, où elles avaient leur espace individuel, donc c'était une sorte de blog. Elles postaient leurs réponses, on leur posait des questions, elles postaient les réponses, elles étaient tout seules. Et puis il y avait des moments pendant cette semaine où on a décidé de les faire un peu cohabiter ensemble, donc du coup on les a intégrées, on les a mêlées et elles ont commencé à se parler les unes les autres. On a fait ça pendant une semaine, on a collecté toute cette data qui était juste... Enfin, le online, ça génère vraiment beaucoup d'infos, beaucoup de données. Donc on a pris ces informations-là, on les a digérées, on les a un peu analysées. Un peu analysées dans le sens où on l'a fait d'un point de vue pragmatique pour préparer les réunions de groupe qu'on a fait derrière. À partir de ces résultats-là, on avait construit notre exploratoire pour comprendre la vie de ces mamans qu'on connaissait pas suffisamment bien. Donc du coup, on comprenait un peu leur style de vie, leurs valeurs, qui elles étaient. On comprenait les perceptions et les usages par rapport à l'hygiène du bébé et par rapport à l'usage de produits en particulier. Et on les a suivies en fait chez elles et à l'extérieur de la maison en fait. On leur avait demandé de prendre des photos de leur placard, on leur avait demandé de prendre des photos de la chambre du bébé, des produits, du moment où elle changeait les couches du bébé, où elle faisait sa toilette. On leur a demandé aussi de poster des photos quand elles étaient à l'extérieur en fait. Donc on a réuni tout ça, on en a tiré des insights qu'on a testé ensuite dans notre réunion de groupe avec d'autres matériaux pour aboutir à la fin à un produit pratiquement fini en fait. Donc on avait notre idée, on avait notre concept, on avait la manière dont le produit devait être conçu avec différents stimuli pendant la réunion de groupe, on avait des idées de design de pack et on est arrivé en fait à partir de ce format d'étude assez court à un résultat pragmatique en fait et lançable par le client. L'idée donc pourquoi est-ce qu'on a choisi du online? On a choisi du online parce que c'était une manière d'explorer, c'est une manière de conduire un exploratoire plus large, sachant que ça dure sur plusieurs jours, on a beaucoup de questions, on peut aller en profondeur et on peut avoir des points de vue vraiment individuels. C'était une chose qu'on aurait pu faire éventuellement si on était passé par des entretiens individuels, mais qui nous auraient demandé une logistique beaucoup plus importante, qui n'était pas conciliable avec le budget de cette étude. Donc du coup, le online s'était bien intégré par rapport à ça pour préparer ensuite la réunion de groupe avec le test des concepts, le test du matériel, pour avancer en fait dans la discussion. Et en fait, quand on cherche à faire des études à l'international, le online peut être un ajout intéressant. Il faut se dire aussi que ça va ajouter pas mal de complexité. Le online, c'est un outil qui rajoute de la difficulté par nature, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins immédiat que si je faisais un entretien face à face avec vous, c'est-à-dire que je vous demande de venir dans un café, on parle pendant 1 heure, je vous laisse partir et moi j'ai ma data. Le online, je vais devoir rassembler tout le monde, rassembler une vingtaine de personnes sur un espace online, leur demander de participer suffisamment, leur demander des consignes, leur demander de poster des photos. Et en fait, il y a plein de moments où ça pourrait foirer entre guillemets en fait. C'est-à-dire que les personnes pourraient avoir leur téléphone cassé et se dire bah désolé pour les photos, je peux pas vous les envoyer. Elles peuvent avoir des problèmes de connexion. C'est-à-dire que dans certains pays, je me rappelle d'une étude au Kenya, il y avait énormément de coupures d'électricité, ce qui faisait que du coup, pour avoir nos données, pour inciter les participants à se connecter, c'était très dur parce que de manière pragmatique, c'était compliqué pour eux sur place. Donc voilà, le online ça peut rajouter de la complexité, mais ça peut aussi être une manière d'accéder à une certaine forme d'intimité en allant comme si vous étiez chez les gens sans l'être vraiment en fait. C'est-à-dire que, évidemment, si vous avez les moyens de faire des entretiens à domicile avec les personnes pendant 1h30, pendant 2 heures, c'est super, c'est vraiment génial de le faire. On n'a pas toujours les moyens de le faire. Donc, du coup, le online, c'est aussi une manière de contourner cette donnée-là, sachant que vous pouvez aussi avoir d'autres bénéfices online. Le fait de
de rassembler des personnes qui sont pas forcément disponibles au même moment, qui sont pas forcément présentes au même endroit, c'est-à-dire que vous pouvez rassembler des personnes de villes différentes à partir du moment où elles parlent la même langue et vous avez un socle culturel commun. Donc il y a des avantages online, c'est aussi parfois un peu difficile, parfois c'est pas forcément recommandé de le faire. Si on a fait récemment une étude en Chine et on avait besoin d'un exploratoire et on avait besoin de parler aux gens d'un point de vue individuel avant de les rencontrer en groupe, mais pour ce cas-là, c'était pas une bonne idée de passer par du online, parce que la complexité de ce projet-là aurait été trop lourde à assumer, et un bon vieux carnet papier, c'était tout aussi bien pour le résultat qu'on attendait en fait. Donc il faut balancer les ambitions que vous avez par rapport à votre projet et les difficultés que le online va forcément un peu apporter du fait des problèmes techniques de connexion, du fait des barrières parfois techniques pour les consommateurs à s'emparer des objets. C'est pas toujours évident pour certaines personnes d'uploader une vidéo sur YouTube, c'est un truc dont il faut avoir conscience. Cela dit, le online c'est un atout extraordinaire en fait, notamment si vous pouvez avoir plusieurs manières de le faire en fait. Vous avez classiquement des forums et des blogs, donc qui permettent aux consommateurs en fait de se connecter sur un temps assez long, 1 semaine, 2 semaines, voire plus quand il s'agit de communautés de marques, ce qui est un peu différent. Donc elles peuvent se connecter longtemps, elles peuvent construire un point de vue, elles ont le temps de se pencher sur leur propre ressenti et d'écrire en fait ce qu'elles ont envie de dire. Ce qui peut être une manière intéressante d'obtenir le point de vue des consommateurs. Après, vous pouvez avoir un petit outil complémentaire qui peut être intéressant parfois, c'est le chat. Le chat, vous n'allez pas forcément aller très loin, mais ça vous permet d'entrer un tout petit peu parmi et de commencer à déjà effleurer certains sujets avec les participants, d'avoir un petit peu plus de contenu, de générer du vocabulaire aussi, si vous en avez besoin pour tester des produits sensoriels, notamment cosmétiques ou alimentaires. Et puis vous avez l'autre outil qui est juste le mobile en fait, c'est un truc extraordinaire, vous avez toute votre technologie dans votre poche et avec ça vous avez accès à une certaine forme de mobilité pour les études qui n'est pas possible sur des outils un petit peu plus lourds comme le blog et le forum. Donc en fait vous avez votre téléphone, vous demandez aux participants de leur envoyer des photos, de vous envoyer des vidéos, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Vous allez avoir un petit peu moins de données du coup, mais vous allez pouvoir les suivre un peu partout à partir du moment où ils restent motivés. Vous zapper sur la slide. J'ai presque pas montré les slides. Oui, voilà, c'était juste une présentation des 3 méthodos. Ok, j'avais essayé de conceptualiser, alors très modestement, et d'essayer de créer un arbre de décision, en fait, que je pense que vous ne devez pas le voir ici, pour essayer de déterminer si le online pouvait être une bonne idée pour votre projet ou pas, ce qui ne prend pas en compte les dimensions internationales ici. Généralement, les gens utilisent le online notamment pour l'exploratoire, quand on veut parler en individuel ou bien en groupe à des personnes. Quand on essaye de tester des packaging, des produits, des publicités, il vaut mieux rencontrer en face à face. Voilà, c'est juste un petit essai de conceptualisation. Et puis d'autres éléments. La dimension essentielle, je pense, que pour conduire des études internationales au global, c'est que c'est pas des études qualitatives fondamentalement différentes. La méthodologie est la même, mais par contre, vous pourriez faire face à plein d'autres difficultés que vous n'auriez pas imaginées en fait. Parce que si moi j'arrive à peu près à imaginer comment je pourrais faire une étude sur la soupe à Lille ou à Paris, si j'essaye de comprendre les usages des produits cosmétiques en Inde ou au Brésil ou en Afrique du Sud, j'ai plein de choses que je ne maîtrise pas en fait. Donc la clé pour faire des études internationales, c'est quand même de trouver le bon prestataire qui va vous aider et qui va vous conseiller en fait, qui va vous apporter donc son support, ses compétences pour créer l'étude et pour recruter les personnes, pour animer les groupes, pour animer le online et pour ensuite vous écrire le rapport et vous fournir la donnée. Donc des compétences classiques, mais aussi
tout simplement des conseils par rapport à ce que lui connaît de son pays, ce que lui vous recommande de faire ou pas. C'est-à-dire que je pense que vous allez en parler ensuite sur la Chine. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire qu'on ne peut pas forcément connaître quand on n'y a pas été, quand on n'a pas l'expérience. Donc du coup, passer par des prestataires et des partenaires en qui on a confiance, c'est une manière d'accéder à ce savoir-là en fait. Et je pense que c'est le conseil le plus simple, mais le meilleur que je puisse vous donner par rapport au fait de faire des études internationales, qu'elles soient online ou pas d'ailleurs. Voilà, je pense que j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? L'arbre de décision, on le retrouve sur ton guide en ligne, il est téléchargeable, c'est ça? Oui, tout à fait. Je me suis amusée à créer un petit guide en fait pour les personnes qui voudraient créer, enfin qui voudraient mener en fait leur propre études en ligne. C'est plutôt à destination des personnes qui ne passent pas par des instituts d'études. C'était juste une manière de conceptualiser ce qu'était une étude online et comment est-ce qu'on pouvait l'implémenter. Donc plutôt à destination des startups, des entrepreneurs, des gens qui n'ont pas forcément les moyens de passer par un institut d'études classiques, ce qui est quand même la voie royale. Je fais partie d'un institut d'études, donc évidemment, je crois dans la compétence de l'institut. Je sais quand même que quand on est entrepreneur ou start-upper, on n'a pas forcément les moyens de passer par là. Donc ça peut aussi être intéressant d'avoir accès à des conseils de terrain, de ce que moi j'ai appris pendant mes 4 ans à faire du online et à rappeler les participants et à gérer toutes les petites difficultés et les joies du online. Donc si vous voulez télécharger, c'est gratuit et c'est à cette adresse sur le blog yesyouqual.com. Voilà, téléchargez-le, c'est en anglais, c'est assez facile à lire, assez J'avais une question, merci déjà. En moyenne, pour une étude en ligne, il faut compter combien de personnes par pays? Quel budget? En gros, tu disais que c'était moins cher qu'une étude en face à face. Et combien de temps? En fait, ça va vraiment. Bon, évidemment, ça va vraiment dépendre de tes objectifs, forcément. Par rapport au nombre de participants conseillés, étant donné que t'as forcément des chutes, c'est-à-dire que parmi toutes les personnes que tu invites, tu auras forcément des gens qui auront un empêchement, qui auront un imprévu, ou juste qui n'auront finalement plus envie de participer à ton étude. Donc du coup, tu as besoin de surrecruter. En général, on estime que pour une cible donnée, c'est-à-dire si tu veux parler à des mamans d'enfants en bas âge, une bonne représentativité, ce serait d'avoir une vingtaine ou une trentaine de personnes, ce qui du coup peut arriver à des cibles assez larges finalement si tu veux parler à plusieurs types de personnes. Par rapport au coût, une étude online est pas moins chère qu'une étude offline traditionnelle en fait, parce que du coup tu as les mêmes compétences d'animation qui sont un tout petit peu différentes, mais tu as le même investissement et tu as le même suivi en fait, donc c'est pas forcément moins cher, et là encore ça dépend de la largeur de l'étude. Et pour ce qui est de la durée, nous en général on a l'habitude de faire des études online qui entre 5 et 10 jours. On essaie de ne pas excéder ça parce que forcément ça gère une certaine fatigue. Les gens en ont marre au bout de 10 jours de répondre à tes questions sur ta soupe ou tes produits pour bébé. Donc nous on fait ça comme ça. Après je sais que pour les communautés de marques c'est des temps beaucoup plus longs, mais c'est des objectifs aussi d'études différents. Et ça prend combien de temps aux gens justement de répondre à chaque jour Ça dépend du nombre de questions que tu veux leur poser en fait. Il vaut mieux éviter les surcharger pour essayer de garder la motivation un peu intacte. En général c'est une nous on fait une demi-heure à maximum 1 heure, ce qui est quand même assez long, avec des temps de pause aménagés, c'est-à-dire que quand vous avez vos 20 participants qui participent sur votre forum, vous allez avoir des gens qui s'impatientent, qui en ont marre, qui trouvent que c'est trop long, qui trouvent que les questions sont répétitives, que c'est pas si intéressant. Donc il faut garder la motivation un peu élevée et faire des pauses, essayer de les motiver, leur envoyer des petits mots gentils, ça fait partie de ça. Et si on a un sujet suffisamment intéressant pour les consommateurs, typiquement la beauté, typiquement la cuisine, les gens adorent parler de ça, du coup ça les dérange pas d'en parler pendant 2 semaines. Les assurances, peut-être essayer de... Voilà. Essayer de pas avoir ça. Et quels outils d'études online tu conseilles
Il y en a certains que tu utilises plus que d'autres, en mentionnes dans ton guide. Alors en fait, il y a deux types d'outils. Il y a les... Attention parce que tu parles. Ouais, je sais, ouais. Il y a des plateformes, il y a des prestataires en fait qui ont développé leur plateforme conçue en fait pour les ordinateurs, donc pour typiquement les forums et les blogs qui demandent d'écrire pas mal et d'uploader des photos par ce moyen-là. Donc il y a ces spécialistes-là, donc certains français, certains anglophones, étant donné que le mouvement est quand même né dans les pays anglophones. Et vous avez des développeurs qui ont développé des applis spécifiquement pour le mobile, même si effectivement des prestataires qui sont spécialisés sur l'ordinateur ont aussi développé leur plateforme pour être utilisable sur le téléphone. Donc dans le guide, je recommande certaines plateformes avec qui j'ai travaillé, enfin voilà, en toute modestie et avec les hauts et les bas que ça comporte. J'ai pas encore trouvé l'outil parfait, mais en général c'est plutôt une composition de ce qu'on veut faire par rapport à ces objectifs. Voilà. Justement sur les outils, ce qui m'intéresse c'est sur le mobile. Ouais. Sur le mobile, quel est ton retour d'expérience? Sur quel usage ça s'applique? Ouais. À quel âge? Vas-y, tout va bien. Tu as le droit. Voilà. Tu as 2 minutes de plus. Ok, super. Donc tu t'intéresses à ça aux usages? Ouais, aux usages d'études via mobile, sur ton retour d'expérience, justement, parce que tu viens de dire les hauts, les bas, les pour, les contre, à quoi c'est utilisé. Je pense que je pense que le mobile c'est super quand tu es sur des usages de mobilité. En fait, si tu t'intéresses, si ton sujet c'est mettons un snack, tu travailles pour une marque qui vend des snacks à ses consommateurs, donc avec des usages de mobilité, tu vas forcément à un moment donné vouloir savoir où est-ce qu'ils le stockent, et s'ils le stockent chez eux, s'ils le stockent à la maison, s'ils le mettent dans leur salle de sport. Enfin, à partir du moment où je pense où tu as des usages de mobilité, passer par le mobile c'est super intéressant parce que du coup c'est beaucoup plus intuitif en fait. Tu prends la photo, tu la postes, tu écris un petit commentaire et c'est uploadé sur les plateformes et la personne peut la voir en fait. Donc ça peut aussi être hyper intéressant pour les études shopper. À partir du moment où tu vas en magasin, que la personne prenne des photos ou se filme, passer par le téléphone portable et juste l'uploader directement, c'est merveilleux. Par contre, tu auras forcément moins de risques, enfin pas forcément, mais les usages sur mobile n'incitent pas à t'écrire un long paragraphe ou un long roman sur ce que la personne pense de sa vie, de ses valeurs et de sa relation aux soupes instantanées en fait. Sauf si tu fais de l'audio. Sauf si tu fais de l'audio, mais alors là, l'audio, j'ai pas fait d'études uniquement avec de l'audio, mais à partir du moment où tu passes à la vidéo, ça demande un temps de traitement qui est aussi important en fait. C'est-à-dire que du coup tu dois un texte que tu uploads et que du coup tu génères en transcript à partir de ta plateforme, tu as tes formats Word que tu déroules comme ça. L'audio, tu demandes plus de temps mais bon, c'est faisable aussi, ouais. Mais je l'ai jamais expérimenté. Ouais. Après, je pense que ça va être plus dans l'analyse de l'audio que ça va être un peu plus complexe. Un petit peu plus long en fait. Parce que ça va être un peu plus long, puisque l'audio, c'est comme en fait du focus group classique. On enregistre la réunion et ensuite on doit s'écouter 3 heures en fait. Alors que lire 3 heures de texte, ça va un peu plus vite que d'écouter 3 heures en fait. Ouais, c'est ça. Puisque 3 heures on doit les écouter. Donc, après, Pas de l'audio script. L'audio script vidéo même, si tu veux. Voilà. Et alors justement, tu as fait des études en Afrique aussi, tu mentionnais le Kenya tout à l'heure. Le mobile, ça peut servir aussi peut-être sur des pays d'Afrique où il y a plus de téléphones mobiles, smartphones haut de gamme que des PC, tout simplement. C'est ce qu'on entend de plus en plus, c'est-à-dire que la connexion dans les pays du Sud se fait principalement maintenant sur les mobiles. Donc c'est aussi un point de vue tout à fait pragmatique. En fait, tu peux le choisir comme un outil d'étude en te disant je vais suivre les consommateurs partout où ils vont et l'utiliser comme un outil d'étude pour la mobilité, ou ça peut être juste un raisonnement pragmatique dans le sens où les personnes à qui je veux parler n'ont pas forcément accès à leur ordinateur, donc du coup je passe par ça. Mais là encore, je pense que c'est une recommandation au cas par cas qui te sera fournie par ton partenaire en fait, sur place.
Et puis je rajouterais aussi qu'on monte des communautés parfois un peu B2B. Et notre outil en fait est utilisé en mobilité, notamment sur des gestionnaires de flotte, par exemple, donc des gens qui sont tout le temps en mobilité et on doit leur donner leur avis. Après, il y a des grands groupes aussi où pas tous les salariés ont un PC et ont accès à un PC pour répondre à une enquête, etc. ou donner leur avis. Donc le mobile, c'est pas mal. Super. Super. Merci. Merci.